atelier, hein. Bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Garde, en charge de questions déchets et économie circulaire au sein des services de la région Occitanie. Donc, cet atelier s'inscrit dans le forum économie circulaire organisé par la région, hein, ce qui se veut un forum d'échange, qui est là pour faire du B2B quelque part aussi, de la rencontre. Le contexte fait qu'on s'est organisé, qu'on s'est adapté, qu'on l'a mis en distanciel. Et on a quand même voulu donner pas mal de contenu et on l'a étalé non pas sur une journée, mais sur une semaine, avec des ateliers dont tous les thèmes rejoignent la boucle de l'économie circulaire, hein. Donc vous avez tous eu connaissance, j'espère, du programme. Vous rappelez peut-être quelques règles du jeu, donc que chacun coupe micro, caméra, bon, vous avez commencé à les connaître, hein, et que le chat est ouvert par le petit onglet conversation, enfin par le petit icône conversation en haut sur la bande Teams. On vous invite vivement à poser toutes vos questions par écrit, hein, et si besoin, on a la possibilité de vous donner parole, micro et caméra pour prolonger un peu la discussion, hein. Tout cela est ouvert. Donc oui, 150 participants inscrits en amont. Bon, je pense qu'on sera un peu moins parce que le programme du forum économie circulaire est assez je tiens à remercier quand même vivement Florence Demangin de Val-d'Elia et Adeline Monin de Co-Recyclage pour l'initiative prise pour proposer le thème de cet atelier et être les petites chevilles ouvrières pour l'organiser, lui donner un fil rouge que je trouve moi très, très riche. Parce qu'en effet, c'est vraiment ce sujet du réemploi et du modèle d'affaires qui est au thème un thème fort du PRAEC, hein, du plan régional action économie circulaire. On a pu le voir lors de la plénière du forum. Cet atelier sera vraiment l'occasion de découvrir comment des produits usagés deviennent de nouveaux produits neufs avec une vraie valeur ajoutée. Et quelle est la valeur ajoutée amenée par tous les acteurs du réemploi et de l'upcycling dans toute cette chaîne de valeur avec tous les intervenants qu'il y a autour de... Et coucou, ça va? Et pour cet Ouais, je atelier, t'appelle parce que j'ai besoin d'un conseil. Je suis rentrée sur le site. S'il vous plaît, si vous pouvez... Pour la truc, la webinaire. Là. Donc, Voilà, merci. Et pour cet atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Humbert-Rose, qui est DG de Val-d'Elia, Emmanuel Cléostrat, qui intervient chez les Rudo-Valoristes. On aura aussi Thierry Pajot de chez Envoi, Guillaume Salès de Merci René, et Adeline de Co-Recyclage, accompagné d'un témoignage client de la part de Sylvie Camredon et Alexandre Gasparian de la préfecture d'Occitanie. Donc, merci vivement à nos chevilles ouvrières et à nos intervenants. Et là, je passe la main à Florence ou à Arnaud de Val-d'Elia. Je vous souhaite un bon atelier. Et n'hésitez pas à poser les questions via le chat, hein, nous y répondrons dans la mesure du possible. Bonjour à tous, donc je me présente. Alors, on ne se voit pas parce qu'on coupe les caméras, donc vous pouvez mettre la caméra, Arnaud. Hein. Non, maintenant j'ai pas le droit parce que c'est Florence en fait qui dirige tout. Vous savez, chez nous, c'est très. Non, je plaisante. Donc bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Humbert-Rose. Effectivement, je suis le président exécutif de Val-d'Elia. L'objectif de cet après-midi, au travers des différents intervenants et puis de ce que nous on va pouvoir vous présenter, c'est de montrer comment, au travers d'un exemple d'une filière, cette capacité qu'on peut avoir au niveau d'un territoire à développer une économie circulaire, non pas de façon théorique, mais de façon très très pratique. Et donc, juste après nous, vous allez avoir des intervenants qui, dès aujourd'hui, sont en capacité de vous offrir des solutions pragmatiques qui ont déjà été utilisées par un certain nombre d'acteurs. Et donc, tout l'intérêt, c'est de montrer comment on arrive ici en territoire occitan à développer une économie circulaire. Alors, on s'est amusé avec la notion de terreau fertile de l'économie circulaire.
parce que l'économie circulaire, elle a plusieurs fonctions, elle a plusieurs entités. Une des entités qu'on va travailler aujourd'hui, c'est sur la fin de vie des produits et donc sur la seconde vie des produits au travers spécifiquement de ce qui peut se faire sur le mobilier. Sachez que tout ce qu'on vient vous présenter en tant que Valdelia, c'est des choses qu'on a mises en œuvre à la fois sur le territoire national et en particulier ici en Occitanie avec l'ensemble des partenaires que vous allez découvrir juste après nous, hein, que ce soit les Rudeaux Valoristes, que ce soit Corecyclage ou que ce soit Merci René. C'est des acteurs qui sont aujourd'hui impliqués et en capacité, encore une fois, sur votre territoire de vous offrir des solutions. Donc rapidement, un petit mot sur ce qu'est Valdelia. Alors si j'arrive à faire tourner les trucs, hop, voilà. Donc rapidement, ce qu'est Valdelia. Valdelia, en fait, c'est un petit peu l'organisateur et le centralisateur d'une façon d'imaginer l'économie circulaire autour du mobilier en fin de vie. L'objectif de Valdelia, c'est de mettre en place une filière qui part de l'amont, des fabricants, des metteurs en marché, ceux qui vont être en capacité de créer des produits. Et vous l'avez vu ce matin pour ceux qui ont assisté à l'atelier de Marie Cussol, toute l'éco-conception va être importante à ce niveau-là. Et ce sont les créateurs de l'éco-organisme, ce sont les fabricants de mobilier professionnel qui vont avoir cette idée d'éco-conception. Le deuxième élément important par rapport à Valdelia, c'est la capacité de créer la seconde vie du produit et donc l'allongement de la durée de vie, la consommation responsable. Et pour ça, on va travailler avec des acteurs qui vont positionner des mobiliers d'occasion, des mobiliers de réemploi, de réutilisation et d'upcycling. La dernière chose, ou la première, hein, ça dépend dans quelle situation on se positionne, mais la dernière chose de ce cercle vertueux d'économie circulaire, c'est bien la capacité à travailler sur la fin de vie des produits, le recyclage matière, la prévention. Alors, il y a des petits messages à droite à gauche. C'est quoi la question? Est-ce qu'il voit bien la présentation? Oui. Ok, super. Je ne sais pas. Voilà. Du coup, rapidement, donc Valdelia, c'est l'éco-organisme qui a en charge la gestion de la fin de vie des mobiliers. Son métier, hein, en tant que SAS à but non lucratif, c'est bien d'organiser les réseaux et d'organiser en fait les différentes associations entre acteurs pour faire en sorte qu'on soit en capacité de partir d'un produit et de donner une seconde, une troisième, une quatrième vie à ce produit. Et lorsque ce produit a eu plusieurs vies, avoir une capacité de proposer un recyclage matière et une nouvelle consommation. Pour des acteurs ici qui vont être mobilisés et qui vont être engagés dans cette filière, d'abord, je vous en ai parlé, les fabricants et les distributeurs de mobilier professionnel. On en a un certain nombre ici sur le territoire occitan qui sont plutôt à l'avant-garde, hein, puisque on va avoir à la fois des metteurs en marché qui vont travailler par exemple sur des matelas de seconde vie et des professionnels qui vont être en capacité de proposer des produits upcyclés. Les acteurs de l'économie circulaire, c'est à la fois les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi toutes les startups qui vont travailler autour de cette nouvelle idée qui est que l'approvisionnement doit provenir de produits en fin de vie et donc on doit créer des produits nouveaux à partir de ces produits en fin de vie. Les utilisateurs, on va revenir dessus parce que c'est quelque chose d'important. En tant qu'utilisateur, vous savez, il y a quelques années de ça, on était sur la notion de nos achats sont nos emplois. Et bien là, à partir du moment où on veut travailler sur l'économie circulaire, il va falloir être en capacité d'acheter des produits qui proviennent de ces filières de seconde vie. Et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir, comment on arrive à faire des aménagements, comment on arrive à faire des nouvelles façons de voir ces lieux, ces tiers-lieux, grâce aux deux partenaires que sont Corecyclage, les Rudeaux Valoristes, enfin les trois, pardon, et Merci René. Et on voit bien sûr. Le dernier maillon de la chaîne, la dernière personne qui va être importante dans les constructions de ces filières, c'est bien les pouvoirs publics. Tout d'abord parce qu'ils vont orienter les cahiers des charges des filières, mais aussi et surtout parce que les pouvoirs publics vont nous permettre, au travers de leur action en tant qu'acheteurs publics, d'être impliqués dans la filière. Non, c'est pas que mobilier, c'est juste.
C'est quoi la question? Est-ce que non, je vois pas, en fait. Est-ce que ce sera focalisé mobilier? Ah, non, l'idée, c'est pas que l'atelier soit focalisé mobilier, c'est juste de vous donner un exemple de ce qui peut se faire au travers d'une filière qui a été constituée, qui est soutenue par un dispositif qu'on appelle un dispositif de responsabilité élargie du producteur. Donc, une filière qui est soutenue à la fois financièrement par des éco-contributions et une filière qui va être en capacité de vous démontrer en fait que c'est faisable. Mais pour que ce soit faisable, il faut un certain nombre de leviers et il faut que vous activiez ces différents leviers pour vous assurer effectivement que ça devienne réalisable. Alors, Val-d'Héliard en Occitanie, rapidement, pour laisser la parole justement à ceux qui font et à ceux qui réalisent les opérations directement sur le territoire. C'est 4 projets majeurs pour rendre cette économie circulaire possible sur le territoire. Un premier projet qui porte notre implantation ici à Toulouse, puisqu'on est le seul éco-organisme à être implanté sur un territoire. Tous les autres éco-organismes, il y en a 15 en France, hein, ça va des piles aux pneus. On est le seul à s'être implanté sur un territoire, et particulièrement en Occitanie, puisque lorsqu'on a cherché un territoire qui pourrait accueillir nos ambitions, Agnès Langine a tout de suite dit, et on s'est tout de suite trouvé avec la région Occitanie sur un projet commun de développement d'un cluster plutôt pragmatique autour de la modification de l'outil industriel pour permettre de créer ici en Occitanie un outil industriel, et vous allez le voir au travers des 3 exemples que vous allez avoir par la suite, un outil industriel qui va avoir la capacité de répondre aux futures demandes d'économie circulaire. Le deuxième gros projet, vous l'avez vu encore une fois ce matin avec Marie, c'est bien le pôle éco-conception. Et si vous n'avez pas vu l'intervention de Marie, je vous invite à vraiment la re-regarder en replay. Je ne sais pas s'il y a un replay qui est mis en œuvre ou pas, Bruno, mais je pense que sur Cyclope, il doit y avoir cette possibilité-là. C'est très intéressant puisqu'on est le deuxième territoire aujourd'hui avec la région de Saint-Étienne qui travaille sur cette notion d'éco-conception. Et c'est bien la capacité qu'on va avoir de fermer cette boucle d'économie circulaire, puisque on sait s'organiser sur la mise en marché, on sait s'organiser sur la seconde vie au travers des différents exemples que vous allez voir par la suite. Mais la grande question qui se pose, c'est comment, en fait, en tant que fabricant, comment, en tant que créateur, je vais être en capacité d'utiliser ces produits en fin de vie pour en faire des nouveaux produits. Donc là, vous avez le pôle éco-conception qui va être en capacité de vous accompagner. Le troisième projet sur lequel on travaille ardemment, c'est parce qu'on est sur un département qui est avant-gardiste, le département de la Haute-Garonne. C'est un projet en fait de charte d'achat durable. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut générer beaucoup de produits de réemploi et de réutilisation. On peut mettre en place plein de dispositifs pour récupérer des mobiliers qui vont pouvoir avoir une seconde vie. Si on n'a personne pour les acheter en face, ça ne sert à rien. Et c'est bien tout ce travail qu'on est en train d'initier avec le département de Haute-Garonne, c'est comment demain matin je deviens, au travers des achats, un acteur responsable de cette économie circulaire, et comment je fais en sorte que je puisse permettre à cette filière de se développer. Le dernier projet sur lequel on travaille, c'est bien la création, au travers d'un booster d'économie circulaire, la création d'un certain nombre d'entités qui vont avoir la capacité de proposer des produits de seconde vie aux acteurs qui demain matin deviendraient incontournables. Voilà un petit peu les 4 actions majeures qu'on mène nous en tant que Val-d'Héliard pour faire en sorte, comme on vous l'a dit en préambule, que le territoire occitan devienne un territoire particulièrement moteur sur l'économie circulaire, en tout cas la partie d'économie circulaire qu'on considère comme étant importante de notre point de vue, c'est la gestion des produits en fin de vie, et donc l'intégration de ces produits en fin de vie dans des achats durables. Et lavage des bouteilles de verre, est-ce que c'est concerné par le cluster? Alors en fait, le cluster va concerner tout type de filière. L'objectif du cluster, c'est de mettre en commun, en fait, aujourd'hui, la problématique qu'on a, et c'est bien la problématique qu'on essaye de résoudre quand on parle d'économie circulaire, c'est que chaque filière, en fait, est bien dans un silo. On va avoir des filières qui vont, par exemple, être très avancées sur la location longue durée. Je pense, par exemple, à tout ce qui concerne les photocopieurs. Aujourd'hui, on n'achète plus un photocopieur, on est sur de la location longue durée, là où on va acheter des tables et des chaises. On va avoir des problématiques, par exemple, sur l'utilisation des tissus d'ameublement pour pouvoir refaire d'autres produits. L'objectif du cluster, et c'est bien cette idée qu'on a eue
il y a maintenant 2 ans et qu'on a partagé avec la région dans nos ambitions, c'est comment on arrive à décloisonner les filières au travers de finalement supra-sujets qui vont être la location longue durée, qui vont être l'utilisation des matières textiles pour créer des nouveaux produits, etc., etc. Donc il n'y a aucun souci effectivement pour que la question autour du verre, et en ce moment on est avec un véritable sujet important sur le recyclage du verre, puisqu'on on voit que sur le territoire national, les cours du verre se sont effondrés de façon très étrange. Donc ça peut faire partie sans aucun problème effectivement des sujets qui peuvent être abordés au sein du cluster. Le cluster, c'est quoi? C'est un endroit où les gens vont se retrouver. Alors on le sait bien maintenant grâce au Covid-19. Là, l'idée, elle est complètement contraire. C'est bien de se retrouver pour créer quelque chose de positif, d'échanger autour de certaines façons de faire. Et donc le cluster sera organisé en projets pragmatiques. Donc on lance 2 projets d'ici le début du mois de janvier, dans lequel on proposera à tous les membres du cluster, bien évidemment, qui s'appelle Secondaire, à tous les membres de Secondaire, de se mettre autour de la table pour travailler techniquement. Non pas pour inventer une énième solution dans notre coin avec un papier, mais vraiment pour travailler sur les questions techniques et résoudre par l'échange, par l'expérimentation, un certain nombre de sujets techniques. C'est à qui après ? Voilà, juste rapidement, donc on est présent en Occitanie. On va très rapidement laisser la parole aux Rudolf Valoristes pour qu'ils puissent vous présenter leur activité, parce qu'on considère qu'il est beaucoup plus important de vous montrer que ça existe, que ça fonctionne, et que dès aujourd'hui, vous pouvez avoir des solutions clés en main. Donc Rudolf Valoristes, merci René, et nos amis de Corecyclage, pour devenir acteur rapidement en Occitanie de cette économie circulaire. Emmanuel? Oui. Oui, c'est à toi. Je viens d'activer mon micro. Alors, donc, je vais vous présenter donc Emmanuel Cléostrat. Je suis le directeur des Rudolf Valoristes. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Donc, les Rudolf Valoristes, c'est une structure, en fait, une structure d'insertion par l'activité économique que nous avons créée en 2016 et dont l'activité principale est effectivement la valorisation, le réemploi et la transformation de matières valorisables, de mobilier professionnel ou même du mobilier de particuliers. Donc, en fait, notre activité a réellement débuté en 2017. Et depuis 2017, donc, nous avons valorisé 950 tonnes de matière et fait en gros 28 tonnes de réemploi sur ces matières que nous avons récupérées. Voilà. Donc notre but, il est avant tout social, c'est de développer en fait des postes d'insertion pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se réinscrire et de s'inclure à nouveau dans un parcours économique et de l'emploi. Alors principalement en fait, on crée en fait de l'emploi autour effectivement de la valorisation et du réemploi de mobilier. Donc l'idée c'est de créer, de récupérer du mobilier, de pouvoir le transformer, le réparer et donc ensuite de le réinjecter dans l'économie locale. Le principe étant effectivement qu'on veut travailler au plus proche, aussi bien au niveau des personnes que l'on emploie, qu'au niveau de la clientèle vers qui on peut renvoyer le mobilier que l'on va traiter. Alors, j'avais dans la présentation, voilà. Donc en fait, on a récupéré en fait du mobilier sur une entreprise de la région toulousaine, de Blagnac, donc principalement constitué, c'était du mobilier, c'était des fauteuils à récupérer. Nous les avons donc ramenés à l'atelier. Il se trouve que sur ce mobilier, il y en avait une partie qui était en bon état, qui a pu être en fait très rapidement cédée ou vendue à des professionnels qui en avaient besoin. Les autres en fait ont été démontés, nettoyés et réassemblés de manière à créer en fait du mobilier réutilisable à nouveau. Alors, à savoir qu'en fait, sur en gros une dizaine de fauteuils récupérés sur cet exemple, 6 sont déjà repartis en fait
vers des entreprises qui en avaient besoin. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est aussi de créer à partir du mobilier récupéré ou des contacts que l'on peut avoir avec notre clientèle ou les futurs clients, de créer aussi un service de maintenance qui permettrait en fait aux entreprises, avant de songer à acheter du mobilier neuf en grand nombre, de se poser la question et de regarder ce qu'il peut être effectivement réparé en interne avec les pièces des mobiliers qu'ils ont, et ensuite effectivement de compléter au cas où leurs besoins en matériel par du matériel neuf. Mais donc l'idée, c'est effectivement avant tout de faire de la réparation en permettant à des salariés en insertion d'acquérir en fait une formation professionnelle autour des métiers de la valorisation et du réemploi. Nous faisons en fait partie d'un réseau, le réseau CORAS, qui est en fait une fédération où il y a 548 membres. Et en fait, les valeurs que l'on a dans ce réseau, c'est effectivement de développer une économie solidaire et durable que l'on veut ancrer sur le territoire et qui va permettre de créer des richesses sur ce territoire, de créer des services, effectivement, que l'on peut porter aux entreprises au travers, effectivement, de la maintenance, et en même temps, effectivement, d'apporter des emplois accessibles à tous, puisqu'en fait, les personnes que l'on va engager, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir une formation particulière, puisque les formations seront assurées en interne. Voilà en fait ce que l'on pouvait dire sur les activités des rudo-valoristes. Alors, si vous avez pu effectivement suivre en même temps le PowerPoint, donc les slides qui ont défilé, vous avez effectivement sur l'avant-dernière slide le fauteuil qui, lui, est entièrement refait. Voilà, merci. Donc, entièrement nettoyé, remonté et qui est déjà reparti. Voilà ce que je pouvais dire concernant la présentation des rudo-valoristes. Autre chose, peut-être, c'est on cherche aussi à développer effectivement un réseau de structures qui ont finalement les mêmes valeurs que nous et à créer effectivement en fait une chaîne entre ceux qui vont au départ récupérer, qui peuvent être nous, jusqu'à en fait la réutilisation qui peut être faite effectivement au travers de partenariats que l'on a notamment actuellement sur le territoire avec Co-Recyclage, où en fait on fait de la récupération et de la remise en route sur d'autres structures ou d'autres entreprises. Je pense que j'ai fini ma présentation et je vais passer la main à la personne suivante. Je crois d'ailleurs que c'est Adeline. Merci. Non, effectivement, on va laisser intervenir Thierry Pajot pour Envoi. Et oui, bonjour. Envoi. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler effectivement d'un petit peu d'autre chose que de mobilier. Donc, ça va répondre à certaines des questions qui ont été posées. Donc, Envoi est une association. Merci pour voilà. Une association qui réunit en vérité deux entreprises, une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée. L'objectif d'Envoi, effectivement, c'est de remettre à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, que ce soit pour des raisons sociales ou des raisons physiques. Donc on existe depuis un petit peu plus de 25 ans, on est essentiellement installé sur la région toulousaine. Et on est une entreprise quand même qui marche relativement bien, parce que nous sommes sensiblement 130 collaborateurs, bénéficiaires inclus. Et on a, sur les 25 ans, on estime qu'on a mis plus de 1000 personnes à l'emploi en leur servant de tremplin. Donc on va... Merci. On va remettre les gens à l'emploi au travers de 4 grandes activités. Une activité d'abord aéronautique, une activité de collecte itinérante de données, inspection, comptage, repérage sur le terrain, des activités administratives, logistiques, achats et autres, et enfin des activités d'informatique. C'est de celles-ci que je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc dans ces activités informatiques, nous reconditionnons et nous vendons
du matériel informatique que l'on va reconditionner dans nos différents ateliers avec des personnes en insertion. Donc cette activité en insertion nous permet de pouvoir réinsérer des gens qui vont pouvoir toucher au milieu de l'informatique, plutôt sur les aspects hardware, mais hardware électronique, on leur apprend également à souder, pour pouvoir réparer les différents matériels qui vont passer dans nos mains. Donc là, aujourd'hui, j'ai sélectionné essentiellement des photos d'ordinateurs, mais nous réparons également des télévisions, nous réparons des téléphones, et nous revendons l'ensemble de ces matériels électroniques à notre boutique de Colomiers. Donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de matériel déployé sur ces tables. Donc, on a, via de nombreux partenaires, participé à des actions de solidarité, que ce soit pour distribuer des tablettes ou des PC à des CHU, à des collèges, que ce soit dans les quartiers prioritaires de la ville ou même ailleurs, dans des EHPAD ou d'autres choses de ce type-là. L'ensemble des équipes s'est énormément mobilisé pendant les 2 confinements pour pouvoir répondre à ces actions de solidarité. Malgré tout, le cœur de notre business est de revendre ces PC et sensiblement, nous en vendons 3000 par an dans notre boutique. Merci. Donc, en complément, effectivement, en complément de ces activités de remise en état de l'électronique, nous avons malheureusement des équipements que nous ne savons pas réparer et donc qui sont amenés à être détruits. Et plutôt que de les détruire salement, on a mis en place un mécanisme complètement agréé par Écologique qui va permettre de porter l'ensemble de la valorisation de la matière première et garantir un circuit vertueux des pièces détachées que nous allons pouvoir valoriser. En plus de ça, nous avons mis à disposition des entreprises un chariot qui s'appelle le WeCart, We comme waste en anglais, d'accord, et qui est un chariot connecté pour vos objets déconnectés. Donc on vous met ce chariot en consigne gratuitement dans votre entreprise. Vous videz vos placards, vous le remplissez au fur et à mesure. Lorsqu'il est plein, tout simplement, vous le flashez le QR code unique sur le côté du chariot et on est averti qu'il faut venir chercher ce chariot et on vient vous débarrasser de l'ensemble de vos équipements usagés. Vous allez mettre là-dedans de l'électronique, des tonnerres, des ampoules. On va nous s'occuper de faire le tri sélectif qui ira derrière. Merci pour tout et n'hésitez pas effectivement à nous mettre à contribution si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci Monsieur Pajot. Je reviens sur l'intervention d'Emmanuel des Rudo Valoris parce que 2 questions ont été posées qui, je pense, peuvent intéresser et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Du coup, Emmanuel, 2 questions pour toi. Peut-on acheter ce mobilier rénové? Est-ce uniquement pour les professionnels? Et la seconde question, c'est comment ça se passe financièrement? Ouais, je t'entends. Elles sont un peu liées. Elles sont un peu liées, ces 2 questions. Donc, c'est comment se passe financièrement? L'entreprise vous paie pour le service global? Rachète-t-elle le fauteuil final? Comment ça se passe? Emmanuel. Oui. Alors, concernant en fait, vous pouvez aller sur Facebook. Vous tapez... Allô? Oui. Attends 2 secondes, Alex. Pouvez-vous tous couper le micro, s'il vous plaît, à part Emmanuel? Allô? Oui, alors je pense que maintenant vous m'entendez, j'avais recoupé le micro. Oui, alors concernant effectivement, alors vous pouvez aller sur notre page Facebook. Alors pour le moment, nous n'avons pas encore de site internet, nous sommes en train de le créer. Par contre, vous pouvez aller sur notre page Facebook où en fait vous verrez du mobilier que nous recevons et que nous mettons en ligne.
Et ensuite, pour le moment, il suffit de nous appeler pour pouvoir en fait me contacter. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 05 62 86 00 83. Nous sommes installés en fait à La Hage. Notre atelier est actuellement à La Hage. Donc, c'est un petit peu avant le Gers. C'est entre Bérat et Riom. Voilà. Là, en fait, vous pouvez venir nous voir et je pourrais vous présenter effectivement le mobilier qui pourrait vous intéresser. Concernant en fait le mobilier que l'on répare, alors, ce n'est pas uniquement du mobilier effectivement professionnel. Nous avons en fait un marché de collecte d'encombrants actuellement aussi sur le Sicoval, où nous récupérons du mobilier auprès de particuliers. Une grande partie en fait va repartir dans la filière de valorisation matière, puisque ce sont des mobiliers sur lesquels on ne peut plus intervenir. Et par contre, nous récupérons certains mobiliers que je dirais un petit peu exceptionnels, parce que, ou par leur âge et surtout la qualité. Et sur cela, en fait, nous intervenons. Et on fait effectivement de l'upcycling ou de la remise en état. Par exemple, actuellement, on travaille sur un meuble de style Mado. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. C'était des meubles de cuisine des années 50 que nous sommes en train de refaire. Ensuite, concernant le volet économique, comment fonctionner avec nous, oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est ou en passant par les collectes Val-d'Elia, on récupère le mobilier et à ce moment-là, on le remet en état, on le revend. Alors ça, c'est effectivement actuellement, ce sera sur devis où on a effectivement un catalogue de prix qui peut être affiché ou demandé. Voilà, simplement. Et à ce moment-là, écoutez, on vous envoie effectivement le devis qui pourra correspondre en fonction de ce que vous achetez, de la quantité, de la qualité, de l'état du mobilier que vous récupérez. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Quels sont les canaux de collecte? Alors, excusez-moi, du coup. Alors, canaux de collecte pour les D3E, pour les meubles. Monsieur Dubernay, je vous laisse expliciter. D'accord. Pour les meubles, Emmanuel, quels sont les canaux de collecte? Alors, les canaux de collecte. Nous sommes équipés de véhicules, donc des camions, en fait, des petits camions de déménagement style 20 mètres cubes. Alors, ce sont donc des véhicules. Alors, je vais préciser en fait une partie un petit peu en même temps insertion, c'est que ce sont des véhicules donc 20 mètres cubes, donc il faut un permis B pour les conduire, parce qu'en fait, nos chauffeurs effectivement sont aussi des personnes en insertion. Donc, ça permet de travailler en même temps le volet insertion sur la formation à la conduite écologique et en même temps de redonner en même temps, en fait, si vous voulez, souvent confiance aux personnes à qui on va confier le véhicule. Les personnes étant éloignées de l'emploi ont souvent une perte effectivement de confiance en elles, et leur permettre de conduire ce type de véhicules qui ont un gabarit, on va dire, au-dessus de ce que l'on peut conduire normalement, peut leur permettre effectivement de travailler cet aspect personnel. Voilà, donc nos véhicules, et ensuite, effectivement, il peut y avoir de l'apport que les gens vont nous amener, en fait, le mobilier qu'ils veulent donner. Principalement, moi, après, je me déplace bien souvent avant qu'il y ait don ou avant qu'il y ait récupération pour vérifier effectivement ce que l'on va récupérer. Voilà. Principalement. Et ensuite, on travaille en partenariat avec Val-d'Elia et avec Co-Recyclage aussi sur des chantiers de récupération où en fait, on va récupérer sur ce que eux auront mis à notre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. On va essayer d'avancer un tout petit peu avec la présentation de Merci René. Il y a des structures comme Emploi. Alors, Emploi, c'est Envoi dont vous voulez parler, je pense, au niveau de Montpellier. Oh, j'ai trop de plaisir à répondre immédiatement. Non, Envoi, c'est unique. Donc, ce n'est effectivement que sur Toulouse et Colomiers. Et après, Emmanuel, Coras, comment tu l'écris?
Parce que Madame Bossuy, vous demandez l'orthographe de Corace. Je n'ai pas bien compris. C2O-R-A-C-E. Voilà, C2O-R-A-C-E. Très bien, merci beaucoup. Et merci Madame Barraud. Du coup, Monsieur Salès, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Guillaume Salès, je me présente, associé et salarié de Merci René. Nous sommes une SCOP qui s'est créée il y a maintenant 2 ans et demi. Et du coup, nous accompagnons en fait les professionnels. Notre métier, c'est vraiment de travailler auprès du secteur professionnel sur tout ce qui va être question d'aménagement d'espace. Pour ce faire, on va travailler, nous, depuis une phase d'étude pour imaginer le projet, déterminer quels sont le mobilier qui va être nécessaire à un projet d'aménagement. Ça peut être aussi le mobilier à réemployer qui est déjà en possession du professionnel, jusqu'à du coup une phase de livraison et d'installation, voire d'inauguration. On va traiter vraiment de A à Z le projet avec le client. Nous, en interne, on n'a pas spécialement de ressources techniques ou logistiques. On s'appuie sur un réseau de partenaires et c'est ce qui nous permet aussi de travailler sur mesure. On va pouvoir fédérer en fait différents partenaires comme on aurait pu le faire avec les Rudo Valoris, comme on peut le faire avec des ressourceries, des artisans, d'autres types d'associations pour pouvoir ensuite fournir, concevoir, fabriquer sur mesure du mobilier qui va ensuite être acheminé dans les espaces de nos clients. Voilà rapidement pour le métier que nous exerçons. Ensuite, la plus-value que nous apportons réside en fait dans les compétences design que nous avons en interne. C'est-à-dire que on va pas seulement se positionner comme étant un fournisseur de mobilier, on va surtout être un facilitateur qui va à la fois chiner des éléments de mobilier en l'état, qui va pouvoir aussi parfois les transformer, les modifier, les détourner, faire de l'upcycling, et qui va aussi avoir la capacité de concevoir sur mesure des pièces de mobilier très spécifiques pour répondre à des usages très spécifiques. On va le faire aussi dans une démarche circulaire, c'est-à-dire qu'on va privilégier à 100% le réemploi et le surcyclage, ou l'upcycling, c'est la même signification. Le cas échéant, on va pouvoir se rabattre sur du neuf responsable, notamment pour tout ce qui va être la réussite des projets. À l'heure actuelle, il est encore difficile de pouvoir réaliser des gros projets comme une résidence étudiante avec 100% de réemploi. On a pu le faire à des plus petites échelles, mais sur notamment une résidence de 150 logements à Toulouse, on a dû justement harmoniser et trouver le juste milieu entre une part de réemploi, une part de surcyclage et une part de neuf pour répondre à la demande de notre client. Et enfin, on va pouvoir se catégoriser comme étant responsable de par le fait qu'on va mesurer et évaluer chacun de nos projets selon les principes de la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire mesurer les impacts environnementaux, mesurer les impacts sociaux et économiques, de sorte à faire marcher un bassin d'emploi local, des entreprises issues de l'ESS, des artisans, des entreprises, des coopératives, des structures de l'insertion et du handicap. Et ensuite, pouvoir aussi travailler sur le plan environnemental, du coup, toujours dans cette logique de circularité, avec des éléments de seconde vie. On va aussi faire attention, bien évidemment, à tout ce qui va être produit de finition. On va vraiment traiter la globalité de la conception du mobilier. Voilà un petit peu pour les grands éléments qui caractérisent, Merci René. Là, vous avez un schéma un peu plus précis de la manière dont on peut évaluer justement les impacts dont je parlais juste précédemment, l'impact économique, l'impact social et environnemental. Ce qu'on entend par ces impacts-là, c'est au niveau économique, le territoire des achats. Donc, travailler au plus local. Vous avez un petit peu un exemple de ce que ça pourrait donner. En France, on va être sur l'impact minimal. Par contre, quand on est vraiment sur un périmètre inférieur à 200 km, voire 100 km en fonction des projets, on va être sur un impact maximal. Pour le social, on va avoir des entreprises qui sont des SARL, des SAS, des entreprises dites traditionnelles qui sont sur le marché du réemploi ou de l'upcycling. Il en existe souvent, ils sont créés quasiment tous les jours en France, de plus en plus en tout cas. Et donc, on va quand même travailler avec ces acteurs-là puisqu'ils ont des produits qui vont rentrer dans la catégorie surtout environnementale. En revanche, on va surtout privilégier quand même des artisans, des SCOP, des associations et surtout des acteurs de l'ESS et du handicap et de l'insertion.
Par exemple, on avait tout à l'heure l'intervention de Envoi et des rudo-valoristes. Ces deux structures pourraient tout à fait être des partenaires sur des projets clients. Et enfin, le volet environnemental, pour nous, c'est vraiment le côté réemploi et surcyclage à 100%. Et on catégorise justement les 3 catégories dont j'ai parlé juste précédemment en fonction des degrés. Le neuf responsable étant le moins impactant pour nous et le réemploi le plus impactant pour nous. À présent, je vais pouvoir vous parler de cas un peu plus concrets. Alors, voilà 3 références majeures qu'on a pu réaliser depuis nos 2 ans et demi d'existence. La première, c'est l'annexe, une résidence de 150 logements dont j'ai parlé juste au début de ma présentation. Donc sur ce projet, on a pu travailler vraiment de la partie d'études. On est allé à la rencontre du client, on a évalué les besoins, on est allé à la rencontre aussi d'étudiants pour trouver le meilleur aménagement, l'aménagement qui correspondrait le plus au mode de vie des étudiants aujourd'hui. On a pu faire des ateliers de co-construction, on a pu faire émerger des constats, avoir des propositions ensuite d'aménagement auprès des chalets et ensuite challenger ces propositions-là avec 13 partenaires issus justement de l'économie sociale et solidaire. Les ateliers de Castres, par exemple, ça a pu être aussi le Ecomatelas dont Arnaud parlait en tout début de présentation, cette fameuse entreprise montpelliéraine qui réemploie des matelas et des sommiers de seconde vie. On a pu travailler avec ce genre d'acteurs-là pour fournir le mobilier nécessaire aux 153 appartements de cette résidence étudiante. On a pu aussi travailler avec des acteurs plus éloignés que ceux de la région toulousaine, comme le village Emmaüs de Pau, l'atelier Emmaüs de Lyon, le chantier d'insertion, l'atelier d'insertion de Happy Up dans les Landes. On a dû élargir le terrain des partenaires de par le volume de mobilier qui était nécessaire. Le second projet, l'association du Mai, est un projet de bureau. On a aménagé du coup cette maison qui se trouve pas très loin, qui se trouve à Montaudran. C'est une association qui accompagne des personnes en situation de réinsertion aussi, et aussi pour leur fournir un hébergement d'urgence. Donc on a travaillé avec ce client-là pour leur fournir une solution mobilier qui était en accord avec leurs valeurs, qui allait mettre quelque chose de matériel autour de ces valeurs sociales et environnementales qu'ils portent. Et donc on leur a proposé des plateaux de table faits localement à Toulouse à partir de bois de récupération. Les pieds sont en métal français et ensuite on a vu avec eux on a conçu avec eux en fait le projet le plus simple possible pour qu'il y ait à la fois une logique économique en réemployant un maximum d'éléments qu'ils avaient, notamment les fauteuils de bureau, et en leur apportant juste la valeur nécessaire qui pouvait démarquer et créer une identité dans leur espace. Et enfin, le magasin Biocop de Bionacel, qui se trouve en Ardèche, à Annonay. C'est un magasin de 1000 m², donc il y en a très très peu en France, c'est le 2e qui existe du réseau Biocop. Et on les a accompagnés, non pas sur l'aménagement complet du magasin cette fois, mais on est intervenu ponctuellement pour favoriser aussi l'identité du magasin par le réemploi, mettre en valeur justement des éléments comme des têtes de gondole, du mobilier un petit peu déroutant dans le magasin, qui va pouvoir créer une identité, mais aussi de la surprise pour le client. On a travaillé aussi sur de l'habillage et de l'aménagement. On a un champ de compétences qui du coup s'est élargi avec ce projet-là, puisqu'on n'a pas travaillé sur tout ce qui est rayonnage. Il existe des entreprises sur le territoire national de dimension industrielle qui sont en capacité de produire du rayonnage fait à partir de bois français. Donc ça a été des partenaires intéressants avec qui on a pu travailler pour justement voir comment Merci René pouvait s'insérer en fait dans le fonctionnement d'aménagement de magasins dont les logiques commerciales sont primordiales et dont le besoin de démarcation aussi par rapport à la concurrence est aussi assez important. Sur ce projet, on a travaillé sur aussi des éléments qui sont pas communs à voir dans des espaces commerciaux, c'est-à-dire des zones non marchandes, des zones qui sont dédiées à l'accueil du public, à l'animation de moments, à l'organisation d'ateliers qui se passent dans l'enceinte du magasin. Voilà un petit peu globalement pour les 3 grandes références sur lesquelles on a pu intervenir ces derniers mois. Et enfin, le dernier projet client en date, qui date justement de cet été et sur lequel on a pu travailler à 100% du réemploi, que ce soit de la literie, de l'électroménager jusqu'au mobilier. On a pu traiter l'ensemble de la demande par le réemploi en travaillant avec des ressourceries, avec les communautés Emmaüs et avec le réseau Envie, un réseau de fédération autour de l'insertion sur les produits d'électroménager, micro-ondes, frigo, tout ça.
Comme vous le voyez ici, il y a quelques photos qui illustrent un petit peu le projet, mais il y a surtout en fait des éléments que nous avons pu mesurer, comme le nombre de partenaires, la moyenne de kilomètres parcourus pour le mobilier. Et ça, ce sont des éléments qu'on livre à nos clients à chaque fois qu'on termine un projet pour qu'ils puissent lire et comprendre et s'approprier aussi l'impact positif qu'a pu avoir son achat, sa démarche. Et ça, cette lecture se fait selon toujours les 3 impacts sur lesquels on communique, c'est-à-dire l'économique, l'environnemental et le social. Ici, on a pu travailler avec 6 structures associatives, pardon. On a pu favoriser l'insertion avec 100 heures de travail et on a un potentiel de réemploi à 91%. Effectivement, on a un tout petit peu de surcyclage car on a pu travailler avec une ressourcerie qui a eu l'adaptabilité, la flexibilité pour réaliser des meubles TV à partir de de récupération qui collectait régulièrement. Voilà rapidement pour qui est Merci René et comment Merci René peut créer de la valeur grâce aussi à ce phénomène coopératif qu'on génère et qu'on entretient avec tous ces partenaires qui font vivre cette filière du réemploi. Merci pour votre attention et je suis tout à fait d'accord pour répondre à vos questions. Pour l'intervention. Une petite question. Comment sélectionnez-vous les matériaux utilisés dans vos projets ? Alors, là, c'est souvent en fait lié au gisement qu'on peut récupérer ou que nos partenaires justement collectent régulièrement. Naturellement, nous sommes orientés vers le bois, que ce soit le bois de palette ou du bois de récupération, du panneau. Notamment, je parlais de l'atelier à Emmaüs un peu plus tôt dans la présentation. C'est un chantier d'insertion à Lyon qui travaille essentiellement des panneaux de mélaminés ou des panneaux qu'on peut trouver dans le commerce, qu'ils arrivent à collecter de par en fait des excédents de stock, des ratés de production, des surproductions, des stocks dormants, et récupèrent tout ça pour fabriquer du mobilier. Donc en fait, nous, on va travailler avec ces acteurs-là qui soit maîtrisent des gisements, soit ont déjà en interne une capacité de collecte. C'est le cas notamment de Recyclobat à Toulouse. Ils ont des collecteurs qui viennent récupérer, que ce soit de la fenêtre, de la brique, de la tuile, du bois, de la poutre de charpente, tout un tas de matériaux. Et en travaillant en fait sur des sujets, on leur dit qu'on a besoin de réaliser des lits. Donc pour les lits, on va voir avec eux de quelle manière on peut les concevoir pour que ça soit à la fois intéressant d'un point de vue économique, à la fois intéressant d'un point de vue environnemental sur le type de matériaux. Donc en fait, on est en mesure de travailler tout type de matériaux, mais la réalité nous amène à travailler essentiellement tout ce qui va être bois et un petit peu métal. Bien, merci Guillaume. Y a-t-il d'autres questions ou sinon nous continuons en fait avec Adeline pour corecyclage. Adeline, c'est à toi. Oui, merci Florence. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Adeline Monin, chargée de développement pour corecyclage depuis bientôt 1 an. Donc merci à tous d'être là. En effet, on a initié cet atelier avec Florence pour mettre en avant les initiatives locales du réemploi et notamment pour les entreprises, les complémentarités de ces acteurs et montrer que le réemploi, et ça existe, ça se professionnalise et ça peut être simple à mettre en œuvre. Donc, je vais vous présenter Corecyclage et notre activité. Corecyclage, donc, c'est une entreprise qui est agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a été créée à Paris il y a maintenant 7 ans et qui aujourd'hui a 3 antennes régionales, une à Toulouse pour le sud-ouest, donc que je développe, et 2 autres à Lyon et à Rennes. Alors, que faisons-nous ? Nous accompagnons les professionnels dans la mise en œuvre du réemploi avec un accompagnement sur mesure et un panel de services, de solutions qui s'adaptent à leurs besoins et tout contexte. On intervient notamment dans des déménagements d'entreprise, des renouvellements de parcs, mais également des fins d'événements sur lesquels il peut y avoir énormément de ressources auxquelles donner une deuxième vie. On intervient pour tout type d'objets, mobilier, mais aussi matériel électronique, matériaux, fournitures, finalement toute situation, tout objet
pour lesquels un professionnel peut se dire ça serait quand même dommage de jeter tout ça. Et donc, ce réemploi, il peut être interne. L'entreprise peut en faire bénéficier des délégations qu'elle peut avoir ou des filiales, et on organise ce réemploi interne avec elle, ou le réemploi peut être externe, et dans ce cas-là, nous intervenons en tant que tiers de confiance du réemploi. Donc, comment ça marche? Comment on procède? On a développé donc des process et des outils numériques pour être plus efficaces. Tout d'abord, on peut rester sur la diapo juste avant. J'ai été assez économe en diapo. Donc, notre accompagnement, nos process, ils se synthétisent dans ces 4 étapes. On commence par un diagnostic des ressources grâce à un outil d'inventaire qu'on a développé en interne. On analyse le potentiel de réemploi interne et externe, le potentiel de réutilisation aussi, et en dernier lieu, le recyclage s'il y a lieu. Ensuite, pour maximiser ce réemploi, on va rechercher des récepteurs, des bénéficiaires, et on verra notamment ensuite par quel outil on le fait. C'est notre plateforme en fait, qui s'appelle corecyclage.pro. Ensuite, on organise ce réemploi, on met en œuvre les solutions retenues grâce aux partenaires adaptés, qu'on va également détailler par la suite. Et on termine également avec une traçabilité fine de l'ensemble des éléments en réemploi, en recyclage. Et nous avons notamment créé nos propres bordereaux de traçabilité des éléments réemployés qui se génèrent grâce à nos outils numériques. On peut passer à la suite. Hop, merci Florence. Donc en effet, en corecyclage, on ne travaille pas tout seul, on ne fait rien tout seul, et on a un écosystème sur lequel on s'appuie et avec lequel on travaille. Alors cet écosystème, eh bien, c'est d'une part notre réseau de bénéficiaires. Aujourd'hui, on a plus de 3000 structures en France qui sont connectées sur notre plateforme dédiée au réemploi. Donc, cette plateforme, c'est co-recyclage.pro. Elle est ouverte à toute structure professionnelle, pas les particuliers, mais voilà, pour faciliter le réemploi des ressources des professionnels qui nous les confient. Et d'autre part, ce sont nos partenaires avec lesquels on met en œuvre nos solutions, donc les éco-organismes, bien entendu, comme Valdelia, ici présent, nos partenaires de manutention, de collecte, comme les rudovaloristes, les acteurs du réemploi et de la réutilisation, comme Envoi ou Merci René, et les acteurs du recyclage lorsque le réemploi n'est pas réalisable, puisqu'on s'attache à avoir vraiment une offre clé en main et simple à mettre en œuvre. Donc, par nos outils, nos actions, l'année dernière, en 2019, en France, Corecyclage, on a traité 2800 tonnes d'éléments et 1920 tonnes ont été réemployées. Donc, c'est un peu plus de 2 objets sur 3 qui trouvent une seconde vie sur nos opérations. Donc, nous, on veut vraiment être un outil au service des professionnels, mais aussi au service des territoires, par un impact environnemental et social bien sûr, qu'on met en œuvre par le réemploi. Les impacts positifs du réemploi, je ne vais pas vous les décrire ici. Je pense que c'est plus à défendre pendant ce forum. Et on contribue aussi à la solidarité, surtout en ce moment où on a tous bien besoin, en permettant donc à des structures qui ont peu de moyens de s'équiper sur notre plateforme. Et notamment, on a beaucoup de bénéficiaires qui sont des organismes de la solidarité. À Toulouse et en Occitanie, la Banque alimentaire, des centres d'hébergement d'urgence, les communautés Emmaüs et bien d'autres. Et enfin, on veut contribuer par notre action au dynamisme économique local du réemploi et de la réutilisation en travaillant avec
tous les acteurs divers et variés qu'on a pu voir lors de cet atelier sur nos opérations en fonction des besoins et des contextes dans lesquels on intervient. Voilà, on travaille avec eux en tant que partenaires, prestataires ou bénéficiaires, tout simplement. Voilà pour la présentation, en étant assez synthétique. Et donc, on a un témoignage client qui est aujourd'hui la préfecture d'Occitanie, avec lesquels on est en train de travailler pour la mise en œuvre du réemploi. En fait, il y a eu l'émission d'un marché public qui est une initiative assez rare pour être mise en avant, un marché dans lequel il y a une place au réemploi, et au travers d'un lot qui a été donc dédié dans un marché plutôt orienté traitement des déchets, mais dans lequel finalement le réemploi a trouvé une place. Et normalement, dans les participants, on a Sylvie Camredon qui va pouvoir activer son micro, si ça fonctionne. Bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous poser quelques questions pour essayer on va dire, dynamiser et orchestrer votre témoignage. Mais il y aura sûrement d'autres questions. Alors, tout d'abord, peut-être, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce lot, à essayer de trouver des solutions de réemploi? Avant de peut-être d'arriver juste sur la spécificité du lot et de la prestation, simplement de dire que nous, on avait un sujet, au départ, c'était celui de la gestion des déchets. Il fallait qu'on s'adapte d'une part donc, à l'évolution du cadre de la collecte locale. Il fallait aussi qu'on aide les services à répondre aux nouveaux cadres réglementaires et aux nouveaux enjeux, notamment la loi de transition écologique. De dire qu'en fait, quand on a évolué dans la construction du support régional, donc on a été confronté, puisque c'était un premier marché, à une difficulté de recensement fiable et d'absence historique, qu'on a, depuis le début de la réflexion, on souhaitait rester très souple dans la construction et donc au plus près des besoins des services. Et on s'est aperçu donc au fil d'une part du recensement avec les potentiels bénéficiaires au niveau des services de l'État qu'il y avait des pratiques qui étaient éparses, peu organisées, mais qui existaient en termes de recours aux éco-organismes ou éventuellement de donation en vue du recyclage. Donc l'idée, ça a été donc, et ce qui a déclenché en fait la construction du 10e lot, le réemploi, ça a été donc, en partant de ce constat de recensement, de regarder en fait les informations qu'on avait pu obtenir donc, auprès des différents, on va dire, opérateurs qu'on avait rencontrés, notamment sur le 5 flux, de voir qu'une part importante donc, était des acteurs qui pouvaient relever de l'économie sociale et solidaire, et ça nous intéressait. Et donc, pour finir par découvrir en fait les pépites de l'économie circulaire et du réemploi. Du coup, ce qu'on a souhaité, c'était donc mettre en place cette option dans le cadre d'un lot spécifique pour essayer donc d'une part de privilégier la programmation et l'anticipation, d'éviter de jeter ou de gaspiller du patrimoine en fait qui pouvait encore servir, et donc de mettre en place ce lot pour d'une part disons avoir à la fois un impact budgétaire favorable pour les services, un impact social et environnemental positif également. Voilà ce qui nous a motivés à mettre en place ce lot, avec au départ je le répète, des données des données de recensement qui ont été très très difficiles à trouver, puisque en fait le besoin, quelque part on va le créer, il n'existait pas à la base, voilà, sur ce type de prestation. Super, merci. Je peux préciser peut-être que
le réemploi qui va être fait avec les services de la préfecture vont d'une part bénéficier en interne aux services eux-mêmes, qui peuvent être intéressés par les ressources des services voisins, et en externe auprès de structures exclusivement de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment ce qui a été mis en avant pour répondre à ce marché. Oui. C'est ce qu'on a voulu aussi, avec simplement avec une possibilité en fait pour donc enfin toujours pareil, l'idée c'est de laisser la main aux services, de les encourager à en fait mettre en place cette dynamique et effectivement d'essayer de enfin comment dirais-je de mettre en cohérence en fait toutes les politiques de l'État, que ce soit des politiques support comme la gestion des déchets ou des politiques donc sociales d'aide à l'insertion ou autres thématiques, parce que tout ça en fait peut avoir un lien et c'est ce qu'on va essayer de faire avec le marché. Voilà. Tout à fait, que les ressources puissent bénéficier aux associations des quartiers prioritaires de la ville qui accompagnent la préfecture en priorité. Et je ne sais pas, Florence, si on a encore un peu de temps devant nous. Alors, on a 25 minutes, donc voilà. Oui, d'accord. Très bien. Pas de problème, n'hésitez pas. J'avais une question, c'est de quoi vous êtes-vous inspiré ou est-ce que vous aviez connaissance d'autres marchés de ce genre avant de vous lancer? Alors, sur la connaissance de support déjà pré-rédigé, etc., moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, on n'avait pas de connaissances à proprement parler sur ces thématiques-là. En revanche, effectivement, on a eu accès à donc, des supports sur, on va dire, de la prise en charge plus courante, quoi, de la gestion des déchets. On avait connaissance, en fait, d'une convention qui existait avec un éco-organisme et la direction des achats de l'État. Mais bon, c'était pas aussi fouillé que ce qu'on aurait souhaité. Du coup, en fait, ce qui nous a guidés dans la rédaction du support, c'est en fait les échanges qu'on a pu avoir à travers des forums avec diverses associations ou diverses structures de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous a permis en fait d'essayer de rédiger un support qui réponde le mieux et encore une fois en souplesse à cet objectif de réemploi et d'économie circulaire. Voilà. Donc non, on n'avait pas de support préétabli en fait. Voilà. D'accord. Et dernière question, d'après vous, quels sont les freins à lever, je dirais plutôt côté institution, administration, et les leviers, les clés de réussite justement pour finalement développer le réemploi et peut-être ce genre de marché du coup? Sur les freins, donc bon, nous au niveau service achat, administration, donc les difficultés qu'on a rencontrées, je l'ai dit au départ, c'est donc l'absence d'historique, une évaluation du besoin qui est restée aléatoire. Moi, j'ai été confrontée aussi à une multiplicité d'opérateurs qui intervenaient donc sur le secteur, donc c'est une chose positive. Donc en termes on va dire de paramétrage de ce qu'on voulait faire. En revanche, ça nécessite pour bien mettre en place les opérations, d'avoir une bonne lecture de ce que les opérateurs sont en mesure de proposer et d'avoir une bonne lecture aussi de ce qu'on veut. Nous, on n'avait pas en tout cas là, de maillage suffisant, donc ce qu'on recherchait, c'était effectivement donc du réseau et la possibilité d'avoir recours en fait à une prestation de service qui nous permette de mettre en œuvre toute cette chaîne de réemploi. L'absence, effectivement, donc comme autre frein, de dire que c'est pas donc une pratique qui est pour l'instant coutumière, qu'on est peu organisé au niveau des services pour le mettre en place, et qu'on peut avoir parfois un défaut d'anticipation parce que c'est une démarche
qui demande en fait de l'anticipation et de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les services pensent à réemployer avant de jeter. Et pour ça, donc, il faut qu'on arrive à les sensibiliser. Au niveau des clés de réussite, ce que je vois, moi, c'est pour nous, service achat, c'est intégrer une nouvelle dimension. Donc qui est plus, je veux dire, multipartenariale qu'une relation binaire comme on a, ou comme on a, oui, fournisseur, acheteur, de bien organiser l'information des services. Il faut qu'ils comprennent l'utilité du système, il faut qu'ils aient conscience que ça peut être fait de manière très simple. Voilà, qu'on ait aussi des bons outils en fait de retour d'expérience, que ce soit donc au niveau des services ou que ce soit donc au niveau des récepteurs, une bonne qualité de la gestion des plannings qui peuvent être mises en œuvre. Et enfin, pour nous, toujours pareil, acheteurs et services, c'est de veiller à ne pas avoir des supports contractuels concurrentiels, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, quand on lance nos marchés, qu'on ait cette petite cellule en veille là, par rapport à cette thématique, et qu'on se dise, par exemple, si on lance un marché de déménagement, on essaie que le périmètre ne soit pas concurrentiel avec le marché déchets Lodis, par exemple. C'est-à-dire de sensibiliser les services, vous allez déménager, attention, il y a une prestation qui est prête, c'est celle-là. Si vous avez des choses donc, que vous ne souhaitez pas récupérer dans vos nouveaux locaux, on peut les utiliser différemment. Voilà, donc je pense que la clé, c'est ça, c'est la bonne communication, l'absence de conflit des supports. Et enfin, c'est pareil, il ne faut pas l'oublier, hein, on est aussi on est dans une logique de développement durable, mais aussi une logique financière. Et donc, on verra ce que vont nous donner les retours d'expérience, mais je pense que si on y trouve du gain budgétaire, c'est-à-dire moins de déchets à gérer et moins de coûts, c'est quelque chose qui sera moteur dans en fait, le développement de la thématique. Quoi. Voilà. Super, merci beaucoup Sylvie. Eh bien, de rien, merci à vous de nous avoir conviés à cet échange. Super, de mon côté, plus rien à rajouter, si ce n'est répondre peut-être aux questions. Certaines questions, effectivement, au niveau du traitement des déchets avant réemploi, réutilisation, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mobilier, avant qu'il soit remis à disposition d'utilisateurs, est généralement entièrement traité, désinfecté et sain en fait à l'utilisation derrière. Oui. Je pense que c'est commun à toutes les structures. Oui, tout à fait. Après, de quel parasite on parle? Enfin, en tout cas, s'il y a du mobilier en bois, je pense que Guillaume de Merci-René en a un peu parlé. Voilà. Les traitements anti-xylophages s'appliquent lorsqu'on voit, et ça se voit sur le mobilier en bois, la présence de parasites. Je pense aussi à tout ce qui est éléments qui peuvent être qui nécessitent des nettoyages spécifiques, plutôt par exemple si on pense aux hôpitaux. Et là, le professionnel qui lègue en effet les éléments doit avoir en tête qu'il est responsable du nettoyage et de l'hygiène aussi des éléments qu'il souhaite mettre apportés au réemploi. On voulait aussi remercier Madame Cabredon pour son témoignage très important justement sur ces solutions pour les acheteurs publics d'intégrer le réemploi, la réutilisation dans les marchés publics et dans leur schéma de fonctionnement qui n'est pas forcément aisé. Et une question donc de Monsieur Bouzneau de Rudologia, un peu pour tous les intervenants, c'est: avez-vous connaissance de marchés orientés réemploi qui ont été retoqués car non conformes au Code des marchés publics? Donc ça, je ne sais pas si Madame Cabredon, vous avez des éléments là-dessus. Peut-être Bruno, je ne sais pas si toi, tu as eu des retours. Voilà. Adeline, est-ce que quelqu'un a des informations?
Non conforme par rapport à au code des marchés publics. D'accord, mais c'est non-conformité au regard de l'utilisation qui peut être faite au final c'est ça, du mobilier, des ressources qui peuvent être générées, c'est ça, par le réemploi. Monsieur Bouzneau, pouvez-vous prendre le micro peut-être pour expliquer votre question? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Très bien, oui. Alors, sur la non-conformité, il y avait par exemple le choix du prestataire ou le fait qu'effectivement il y a une forme de préférence ou éventuellement des imprécisions dans la rédaction des critères d'attribution. Voilà, c'était au sens assez large quand même. Du coup, nous concernant, on était sur une procédure d'appel d'offres. C'était un lot parmi 10. Avec donc des critères en fait d'évaluation qui n'ont pas fait l'objet de remarques particulières, dans lequel on avait donc valorisé d'abord l'aspect technique et l'aspect prix un petit peu moins, dans la mesure où on avait considéré que en termes de traitement, si vous voulez, on devrait avoir un impact financier qui a priori ne serait pas défavorable pour les services. Donc non, on n'a pas eu j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Alors si, bonjour, je suis Alexandre Gasparian, donc je travaille également à la plateforme régionale des achats en préfecture de région. Juste un tout petit complément, parce qu'en fait, la question que vous posez, finalement, elle est plutôt intéressante. On s'est posé la question, quand on a créé ce lot, on l'a créé en sachant délibérément à l'avance que ce qu'on voulait, c'était une entreprise de l'économie sociale et solidaire et aller vers ce type de structure. Mais on a fait le choix, on a essayé au départ de se poser la question, est-ce qu'on pouvait essayer de réserver ce lot? Et justement, on s'est confronté à une question un peu juridique, de se dire, on est en fait à la marge de pouvoir faire ce choix-là. On a vu on s'est renseigné, c'était plus ou moins contestable de rentrer dans ce schéma-là, notamment parce que les structures qu'on avait rencontrées jusqu'ici, elles n'étaient pas estampillées économie sociale et solidaire. Et du coup, on a fait le choix de ne pas réserver ce lot, avec le risque de voir se positionner des majors, mais enfin des grosses structures. Ça a été une vraie, pas inquiétude, mais on aurait pu très bien avoir d'autres structures de taille importante qui se positionnent parce qu'on avait fait le choix de ne pas réserver ce marché. Bon là, en l'occurrence, les spécificités du cahier des charges étaient quand même suffisamment claires et précises pour permettre, ou en tout cas pour mettre des difficultés justement à des grosses structures de se positionner de façon un peu cavalière, mais c'était une petite inquiétude de notre part, oui. Très bien, merci. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un modèle de cahier des charges utilisé pour les marchés réemploi ou ça n'est pas possible? Alors, si vous parlez par exemple du marché de la préfecture de région, c'est un document public, donc techniquement, on pourra vous le mettre à disposition. On ne mettra pas des éléments très techniques en tout cas sur les besoins des services, sur les tableaux de recensement des services. Mais par contre, la partie cahier des charges CCTP, c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition sans problème. Voilà, merci beaucoup parce qu'effectivement, ça fait partie des questions. Et nous avons une autre question de Okidoki de Monsieur Martin. S'agissant de la non-conformité, le problème ne se pose pas seulement pour les marchés publics, mais aussi pour d'autres normes. Alors, normes ERP, normes jouets, normes PMR, normes anti-feu, etc. Ainsi, pour notre projet de cabane éco-conçue pour les enfants, avec un système de son et lumière, il est difficile d'obtenir des certifications permettant de les installer dans les ERP, car ce ne sont pas des objets standards et la fabrication est assez artisanale.
et nous trouvons difficilement des partenaires pour nous aider dans cette démarche. Quels organismes peuvent nous aider à concilier recyclage et respect des normes? Alors, si je peux me permettre, Guillaume Voilà. de Mercier-René. Non, justement, ça c'est question de normes. Est-ce qu'on les respecte? C'était notamment le cas pour la résidence étudiante. Il s'est trouvé que, puisqu'il s'agissait de logements privés, les normes étaient allégées. Mais dans le cas, par exemple, du Biocoop d'Annonay, là, on devait effectivement respecter des normes PMR et des normes ERP, dans le sens où c'est un magasin qui accueille du public. Et les personnes qui ont su nous apporter les éléments techniques nécessaires pour construire notre cahier des charges et du coup transmettre nos contraintes à nos partenaires de fabrication, c'était des bureaux de contrôle. Des bureaux de contrôle qui travaillent régulièrement et souvent avec des architectes. Les architectes font appel à eux justement pour la validation des plans, validation des zones de circulation, validation aussi des traitements de surface. Et ce bureau de contrôle est tout à fait en mesure aussi d'apporter son regard, son expertise sur la proposition d'aménagement et le choix des mobiliers. Par exemple, pour le cas du magasin Biocoop d'Annonay, le mobilier ne devait pas avoir, enfin tout ce qui était bois massif ne devait pas avoir une épaisseur inférieure à 18 mm. Tout ce qui allait être panneaux agglomérés ou mélaminés, les épaisseurs devaient être aussi inférieures ne pas être inférieures à 15 mm. Donc il y a des éléments techniques qui peuvent être apportés par des bureaux de contrôle, justement. J'espère répondre à votre question. Alors, une petite remarque, du coup, il n'est pas toujours facile de concilier le respect des normes et l'écologie. Ainsi, les traitements non-feu ne sont pas très verts. Oui, effectivement. En effet, ouais, les produits qui devaient être utilisés pour rendre un produit non-feu sont la plupart du temps très nocifs pour l'environnement. Après, bon, effectivement, c'est des arbitrages à faire en fonction des projets. Pour ce cas-là, nous, on n'a jamais été mis dans une situation délicate. La question des normes non-feu se posait surtout sur l'épaisseur du bois, en l'occurrence. Pas non plus sur la partie revêtement de surface. Et pour le coup, on n'avait pas d'éléments textiles aussi dans l'aménagement, ce qui fait que ça simplifie aussi beaucoup le traitement textile. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... il y avait une question que j'ai un peu éludée tout à l'heure, qui était sur les chutes de cuir et quel organisme s'occupait des chutes de cuir. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici. Sinon, je me proposais, j'ai noté la question et de faire une recherche pour Madame François, effectivement. Donc, à moins que quelqu'un ait un élément sur qui reprend les chutes de cuir, j'ai noté la question. On essaiera de vous faire une réponse à part. Adeline de co-recyclage. Ça a l'air d'être dans ce cas-là une question plutôt qui relève de l'EIT. Je ne sais pas si Bruno de la région valide, mais ça a l'air d'être une chute générée par votre activité d'entreprise et du coup qui peut être en effet de fort volume. Mais c'est dans cette démarche-là d'écologie industrielle et territoriale qu'il faut s'inscrire, à mon avis. Et les collectivités peuvent vous aider là-dedans, ainsi que la CCI, l'ADEME. Voilà, je sais qu'ils ont des solutions à proposer. Bon, on va essayer d'apporter une réponse voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive à la fin de cet atelier. Non. Alors du coup, je vous remercie tous. Adeline, est-ce que tu as un complément à donner? Pas de complément pour ma part. Bon, merci beaucoup à tous les participants. On a été une cinquantaine. Ah, alors attendez. Okidokid, donc Justine de Lagosi, recherche des tissus d'ameublement. Pour information, donc au cas où. Du speed dating. Du coup,
Voilà. Du coup, merci à tous. Donc là, vous retrouverez tous les échanges sur la plateforme Cyclope et tous les ateliers sont enregistrés et seront mis en ligne sur Cyclope. Vous avez bien évidemment encore plein d'autres ateliers et d'échanges jusqu'à vendredi midi et une synthèse sera faite sur tous les ateliers et sur ces ateliers d'échange et séjours qui sont tous très enrichissants. Donc ce sera la plénière le 27 novembre après-midi à 14 h avec une intervention un peu spéciale du gourou en fait de l'innovation frugale qui est Navi Raju qui va pouvoir intervenir et nous faire enfin voilà, une intervention et une clôture de séjour fort intéressante. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne continuation. Merci à tous et bonne suite de forum. Ouais, on voit qu'il y a une offre de services en matière de mobilier réemployé ou autre, et qu'il y a des acheteurs qui cherchent et il faut joindre les deux bouts, quoi. On y est, on avance. Ouais. Merci à tous. Tous les acteurs sont là, sont présents sur le territoire, sont actifs, ont le dispositif. Voilà, c'est bien ça en fait. Le mot de la fin, c'est les solutions existent. Voilà. C'est plus du rêve. Je pense que c'est le thème de la synthèse sera ça, quoi. Ouais, oui, je pense que voilà. Il y a plein d'autres acteurs qu'on n'a pas présentés aujourd'hui, mais qui existent en Occitanie, bien sûr. Peut-être les faire connaître un peu plus. C'est ça. Les solutions existent, donc vraiment, il faut faire appel à ces outils qui sont simples, qui sont locaux sur le territoire.